L'histoire commence avec Lucien, un homme d'une quarantaine d'années qui vit dans une maison isolée en périphérie de la ville. Lucien est un homme charismatique, bien éduqué et apprécié des gens autour de lui. Il est respecté dans sa communauté, mais quelque chose dans son regard trahit une profonde solitude. Il mène une double vie. Le soir, après sa journée de travail, il se rend dans les boîtes de nuit locales où il rencontre des jeunes femmes. Pour eux, Lucien est simplement un homme charmant, séduisant, mais pour lui, elles ne sont rien de plus que des proies. Lucien sait exactement ce qu'il recherche. Il a étudié les comportements, les gestes et les attitudes. Chaque femme qu'il approche doit répondre à des critères très spécifiques. Les femmes plus jeunes, plus naïves, celles qui, sans le savoir, ont un vide en elles. Elles sont attirées par lui en raison de sa confiance en soi et de son aura mystérieux. Avant chaque rencontre, Lucien se prépare méticuleusement. Il garde sa maison impeccable, mais l'atmosphère est froide et étrange. Les lumières sont tamisées, une musique envoûtante résonne en arrière-plan, et des bougies sont placées autour de la pièce. Le détail le plus inquiétant, cependant, est une porte verrouillée, située dans un coin de la maison. Derrière cette porte se cache la véritable nature de Lucien. Lorsqu'il rencontre une nouvelle jeune femme, il l'invite chez lui pour un verre, toujours dans l'espoir de la convaincre de la suivre dans la partie la plus intime de sa maison. Parfois, il leur raconte des histoires personnelles de ses voyages ou de ses recherches sur des rituels anciens, renforçant son image de sage mystérieux. L'objectif est toujours le même, gagner leur confiance, et il est exceptionnellement bon dans ce rôle. Une fois qu'elle accepte de venir chez lui, Lucien devient un maître de l'art de la manipulation psychologique. Il est un hôte parfait, charmant et attentionné, mais derrière son sourire, un plan soigneusement orchestré commence à se mettre en place. Les conversations sont légères au début, mais au fur et à mesure, elles deviennent plus intenses, plus personnelles. Lucien tente toujours de comprendre ses invités plus en profondeur, en posant des questions sur leur famille, leurs rêves, leurs peurs. Lorsque la tension entre eux est suffisante, Lucien s'assure avant tout de satisfaire ses désirs sexuels et ensuite il se tourne vers des rituels mystérieux. Il leur offre un breuvage spécial qu'il dit être fait de plantes rares, censé les détendre. C'est un mélange subtil de réalité et de fiction, où il insinue qu'il a des connaissances ésotériques pour explorer les tréfonds de l'âme humaine. Or en réalité il s'agit de la pétale de fleur de minuit nommée l'Anoxia floralis. Une fleur qui ne s'épanouit qu'à minuit. Ses pétales sont d'un violet profond presque noir. On dit qu'elle symbolise la transition entre la vie et la mort. Les pétales sont bouillis avec soin et ajoutés au breuvage, ce qui crée un léger goût sucré et amer. Cela permet d'augmenter l'état d'hypnose de celui qui le boit, ce qui permet de manipuler ses pensées et ses émotions, plongeant la victime dans un état où elle est plus réceptive aux suggestions. Et ce n'est que le début du rituel. La véritable procédure commence lorsque la jeune femme s'endort sous l'effet du breuvage. Lucien la déshabille doucement, non pas par désir sexuel cette fois, mais pour une raison bien plus sombre, il doit préparer son esprit et son corps pour le rituel qu'il mène depuis des années. Il la couche sur un lit spécial, dont les draps sont ornés de symboles anciens, qu'il trace minutieusement lui-même. Les symboles sont des chants magiques qui, selon ses croyances, sont censés transporter son âme dans un autre monde. Il commence à murmurer les mots de ses anciennes incantations, en croyant qu'il l'aide à conserver sa jeunesse et sa vitalité. Dans ce rituel, il croit que la fusion des corps et des âmes crée une forme d'énergie spéciale qu'il peut utiliser pour se nourrir. Mais ce n'est pas un simple acte sexuel, il y a une fusion mystique où il absorbe l'essence même de la jeune femme. La transformation qui se produit lui permet de s'harmoniser avec l'énergie vitale de ses victimes, prolongeant ainsi sa vie de manière perverse. Le lendemain matin, les femmes se réveillent avec des souvenirs flous et un sentiment étrange de vide intérieur. Certaines se sentent mal à l'aise, d'autres tout simplement perdues. Lucien, fidèle à sa tactique, les réconforte, leur dit qu'elles ont dormi profondément à cause du breuvage. Elles partent, sans savoir que leur âme a été partiellement consommée. Pourtant, tout n'est pas aussi simple. Les jeunes femmes commencent à changer, ressentant une perte inexplicable de vitalité. Lucien, quant à lui, se transforme. Chaque nouveau rituel l'amène à une forme plus parfaite de lui-même. Il devient plus jeune, plus séduisant, plus puissant à chaque consommation. Il se perd peu à peu dans sa quête de perfection éternelle. Mais il ignore totalement ce qui s'apprête à lui arriver. Lila, une jeune femme avec un esprit un peu plus développé, faisant partie des victimes de Lucien, se réveille un matin, l'esprit brouillé, les souvenirs flous. Les derniers événements de la nuit précédente sont comme une brume, une sensation étrange de vide et de confusion. Pourtant, il y a quelque chose de plus.
Un sentiment de perte, quelque chose d'essentiel qui a été enlevé, même si elle ne peut pas encore mettre le doigt dessus. Elle se sent déconnectée de son propre corps, comme si une partie d'elle-même avait disparu, engloutie dans le silence de la nuit. C'est dans les jours suivants qu'elle commence à rassembler des morceaux de son souvenir, petit à petit. Le visage de Lucien se révèle plus net dans sa mémoire, un homme au regard doux et persuasif, mais avec une froideur glaciale derrière ses paroles. Le plus étrange, cependant, est le contact qu'il lui a donné la dernière fois qu'elle l'a vu. Son numéro de téléphone. Un simple détail qui à l'époque, semblait insignifiant, mais qui prend une toute autre signification maintenant. Lila, bien que confuse et encore faible, décide d'agir. Elle se rend compte que le seul moyen d'obtenir des réponses, de comprendre ce qui lui est arrivé, est de retourner à la source. Lucien doit payer pour ce qu'il a fait. Elle prend son téléphone et compose le numéro de Lucien. Son cœur bat plus vite que d'habitude, mais elle garde une calme détermination. Après quelques secondes d'hésitation, il répond enfin. Lila, quelle surprise. Je pensais que tu m'avais oublié. Dit-il. Non, pas du tout. J'aimerais te revoir. Je sens qu'il y a des choses que j'ai besoin de comprendre. A répondu Lila. Lucien, toujours charmant, accepte sans hésiter, ne soupçonnant rien. Il est satisfait de l'idée qu'elle revienne chez lui. Après tout, pour lui, Lila fait partie de ces femmes qu'il a subitement consumées dans ses rituels. Il croit que son pouvoir est invincible, qu'il peut manipuler toutes les femmes comme bon lui semble. Le soir même, Lila se rend à la maison de Lucien, une villa isolée dans une zone reculée, où l'air semble lourd de mystère. Elle est en avance, ce qui lui permet d'observer l'extérieur, tout en maintenant une distance discrète. La maison est calme, trop calme. Aucun signe de vie à part la lumière tamisée qui émane de l'intérieur. Elle sent son cœur s'accélérer, mais sa détermination reste intacte. Lucien l'accueille chaleureusement à la porte, l'air presque trop amical. Il lui sourit, sans savoir que c'est un sourire qu'il va bientôt regretter. Dès qu'elle franchit le seuil de la porte, Lila remarque la discrétion étrange de la maison. Les murs sont ornés de décorations antiques, des symboles et des gravures qu'elle n'avait pas remarquées lors de leur première rencontre. Ces symboles, elle les reconnaît maintenant, grâce aux recherches qu'elle a faites depuis qu'elle est sortie du sortilège. Chaque motif, chaque symbole sur les murs semble une référence à des rituels occultes. Lucien l'invite à s'installer dans le salon. Le cadre est sombre, un peu théâtral, avec des bougies allumées et une musique basse qui résonne dans l'air, créant une atmosphère envoûtante. Lila, cependant, ne se laisse pas distraire. Elle a un plan bien précis en tête. Lucien demande à Lila. Tu veux quelque chose à boire? Lila, avec un sourire presque imperceptible répond. Un verre d'eau, s'il te plaît. Je veux rester lucide. Lucien sourit, un peu surpris par sa demande, mais ne voit pas l'intention cachée derrière. Il se dirige vers la cuisine pour lui préparer son verre, tout en engageant une conversation sur des sujets anodins. La vie, le travail, les voyages. Lila, quant à elle, observe chaque détail avec attention, chaque mouvement, chaque mot. Elle a bien étudié ses manières et elle sait qu'il est plus vulnérable qu'il ne le pense. Lucien revient avec le verre d'eau. Ils échangent quelques paroles légères, mais Lila sent que la situation devient de plus en plus étrange. Il a quelque chose d'indéfinissable dans son comportement, une familiarité anormale, une assurance comme s'il savait exactement ce qui allait se passer. Lila décide alors d'agir. Elle joue avec l'idée qu'elle est sous son emprise, mais elle n'est pas celle qu'il croit. Elle déploie sa stratégie avec une extrême patience. Le premier acte de manipulation consiste à se laisser séduire par ses paroles, à faire semblant d'être charmé par son attention, pour le rendre moins vigilant. Elle sait qu'il n'ira pas plus loin s'il se sent en confiance. Lila lui dit, Lucien, il faut que je te parle de quelque chose. Il y a des choses que je n'ai pas comprises, ce qui s'est passé la dernière fois. Lucien, voyant qu'elle est troublée, s'approche pour la réconforter. Il la regarde dans les yeux, attendant une confession, se sentant maître de la situation. Mais Lila sait qu'il fait une grave erreur. Alors qu'il se penche vers elle, Lila prend discrètement une petite fiole qu'elle avait cachée dans son sac. À l'intérieur, il y a une substance spéciale, qu'elle a créée à partir des plantes rares qu'elle a trouvées dans la forêt, un antidote aux effets des rituels de Lucien. Elle est prête à le déstabiliser. Lila verse discrètement l'antidote dans le verre de Lucien. Elle boit le sien en même temps, sentant déjà la montée de l'effet. Lorsqu'elle repose le verre, elle le regarde avec un sourire subtil, comme si elle jouait son dernier tour. Lucien ne comprend pas tout de suite. Il se sent soudainement plus fatigué, plus lourd. Il essaie de se concentrer sur elle, mais son esprit est brouillé.
Les symboles et les rituels qu'il utilisait sur ses victimes commencent à perdre leur effet sur lui. Lila l'a piégé. Lila dit alors, tu ne sais pas à quel point tu as sous-estimé les femmes, Lucien. Tu pensais que tu pourrais tout contrôler, mais tu n'as pas compris une chose essentielle, tu n'es pas invincible. L'effet de l'antidote commence à se manifester dans tout son corps. Lucien essaie de se lever, mais ses jambes tremblent. Il cherche désespérément à reprendre le contrôle, mais Lila a maintenant le pouvoir. Elle a inversé la situation. Il est désormais celui qui est vulnérable, celui qui est manipulé. Alors que Lucien s'effondre, vidé de toute sa force, Lila, le regard plein de détermination, ne perd pas de temps. Elle sort dehors et crie à l'aide. Il n'a fallu que quelques secondes aux voisins pour débarquer consciente qu'ils doivent savoir ce qui se passe ici. Après quoi elle contacte la police, expliquant calmement la situation, mais en insistant sur la gravité des événements. Elle sait que c'est le moment de mettre un terme à l'emprise de Lucien une bonne fois pour toutes. En attendant l'arrivée de la police, Lila ainsi que tous les voisins restent là, observant la scène.